Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire CSRD. Quelles sont les étapes essentielles pour un rapport de durabilité réussi? Je me présente, je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Je suis également accompagnée de nos experts Manal Sey et Cyprien Carrois qui sont tous deux consultants en ESG et nous avons également Grégoire Prémartin qui est ingénieur commercial pour l'expertise ESG. Donc ce webinaire, bonjour à tous. Bonjour. Ce webinaire est bien sûr enregistré. À la fin de la séance, vous allez recevoir le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat. On va y répondre à la fin de cette présentation. Nous allons également vous proposer 2 sondages au tout début. On va vous inviter à y participer. Je vous propose désormais de découvrir ensemble le programme qui va rythmer ce début de matinée. Alors, dans un premier temps, nos experts mettront en lumière l'analyse de la chaîne de valeur ainsi que l'inventaire ESG, ce qui va nous permettre de mieux comprendre comment réaliser la matrice de double matérialité. Puis, nous terminerons avec l'analyse d'écart ainsi que le listing des indicateurs à intégrer au rapport de durabilité. Je vais désormais laisser la parole à Grégoire et en vous souhaitant un très bon webinaire. Merci beaucoup Lorenza, bonjour à tous. Donc évidemment, Cyprien et Manal, qui sont beaucoup plus experts que moi sur le sujet, rentreront plus dans le détail. Pour ma part, je vais commencer par une rapide introduction pour remettre un peu de contexte, même si certains d'entre vous le connaissent déjà, j'imagine. Cette CSRD, voilà, on a mis le focus sur vraiment 2 seuils pour ce rapport de durabilité à produire. Donc le premier, c'est pour évidemment les sociétés cotées, donc de plus de 500 salariés qui réalisent 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions total au bilan. Et ces entreprises sont soumises pour l'année de reporting 2025 avec sur les données de l'année 2024. Le deuxième seuil qui concerne, je pense, la plupart des entreprises ou des personnes qui sont présentes ici, c'est donc l'année de reporting 2026 sur l'année d'exercice 2025. Et donc, il faut remplir 2 des 3 critères que vous voyez s'afficher à l'écran. Avoir au minimum 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de total au bilan. Ou sinon, les sociétés consolidantes d'un grand groupe dépassant 2 des 3 seuils, donc 250 salariés, 60 millions de chiffre d'affaires et 30 millions de total au bilan. On va commencer rapidement par quelques sondages pour mettre un peu de contexte et aussi recueillir des informations sur le pourquoi du comment vous êtes inscrit. Donc, la première question, le premier sondage, quand est-ce que votre structure est-elle soumise au rapport de durabilité conforme à la CSRD? Vous allez pouvoir répondre directement dans le chat participant. Je vous laisse quelques temps. Alors, le sondage est, nous avons ouvert le sondage, donc vous pouvez y répondre. Ça se situe juste en dessous de votre onglet chat que vous voyez apparaître à l'écran. On va vous laisser un peu de temps. Je pense qu'on peut y aller. Hop, deuxième question. Avez-vous débuté vos démarches dans le rapport de durabilité CSRD? Et le deuxième sondage va s'ouvrir et vous allez pouvoir répondre. Et pendant ce temps, je vais continuer. Donc, pour revenir sur la phase un peu introduction et de contexte, il est important aussi de revenir sur cette directive, ce qu'elle implique, pourquoi elle a été lancée. Donc, ce qui est important de savoir avec la CSRD, c'est qu'elle remplace la directive NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, qui était en vigueur depuis 2017 et qui imposait aux entreprises européennes de plus de 500 salariés uniquement de suivre et déclarer leurs performances sur les volets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette NFRD, elle a été transposée dans la loi française en DPEF. Donc, c'était à peu près les mêmes seuils, à quelques différences près. Voilà, c'était uniquement une transposition. Mais la difficulté, c'est qu'on s'est rendu compte que les rapports étaient vraiment faits au bon vouloir des entreprises et qu'il n'y avait pas forcément de trame, de ligne directrice, et que c'était compliqué de s'assurer que les engagements pris ou ce qui était annoncé dans ces rapports étaient bien mis en œuvre dans les faits. Donc, l'Union européenne a lancé la directive CSRD avec pour objectif d'uniformiser les rapports RSE au niveau européen pour les rendre comparables et opposables, puisqu'ils seront faits dans un format type et surtout ils seront audités par des commissaires aux comptes indépendants, ce qui rend vraiment cet exercice complexe et important. L'idée, c'est aussi de collecter des informations plus fiables, précises et complètes, puisque vous avez ce qu'on appelle des ESRS, donc des indicateurs à intégrer dans le rapport
sur les 3 volets, donc environnemental, social, gouvernance. Évidemment, c'est aussi pour améliorer la conscience des entreprises, éviter le greenwashing et augmenter le nombre d'entreprises concernées. Pourquoi? Puisque vous allez devoir prendre en compte dans la production de ce rapport toute votre chaîne de valeur. L'idée, c'est vraiment d'aller challenger votre chaîne de valeur pour améliorer la conscience et avoir un effet positif sur celle-ci. Donc voilà pour l'aspect introductif. Vous voyez s'afficher à l'écran les 4 étapes vraiment à ne pas manquer pour produire votre rapport de durabilité dans les temps et sereinement. Et donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la première étape que vous voyez entourée, qui est le diagnostic ESG. Dans ce diagnostic, il y a plusieurs étapes clés. Donc dans un premier temps, on réalise un inventaire des politiques RSE existantes, une cartographie, une analyse de votre chaîne de valeur, ce qui va nous permettre après d'enchaîner sur l'analyse de double matérialité, le listing des indicateurs ESRS, et enfin, donc, une analyse d'écart entre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce qui va être attendu dans votre cas par la CSRD, ce qui vous permettra de faire une feuille de route opérationnelle pour ensuite collecter votre donnée, etc., etc. Et je vais laisser la main à Manal pour expliquer donc les premières étapes qui sont l'analyse de la chaîne de valeur et l'inventaire ESG. Donc, bonjour à tous. Merci Grégoire. Effectivement, je vais rebondir sur cette première étape clé qui s'appelle justement l'analyse de la chaîne de valeur et l'inventaire ESG. C'est une étape cruciale en fait dans la cartographie et dans la CSRD puisqu'il s'agit justement d'une nouveauté imposée par cette directive européenne. Le but de cette étape, c'est vraiment d'inclure tous les éléments et les acteurs gravitants autour de la chaîne de valeur de l'entreprise et autour justement de l'activité de l'entreprise plus communément, à savoir les acteurs, les fournisseurs, mais aussi en fait les sous-traitants, les éventuels en fait autres acteurs qu'on voit pas forcément en fait dans la chaîne de valeur classique ou dans la supply chain logistique par exemple, qui est déjà en fait connue par tous, mais des éléments qui partent un peu plus loin, qui regroupent à la fois les flux entrants et sortants. Et donc effectivement, pour bien réaliser cette étape de cartographie des chaînes de valeur, on a besoin a priori et dans un premier lieu de comprendre et d'analyser le contexte de l'entreprise. Donc à la fois les activités, comme je l'ai bien souligné, mais aussi en fait les intersections avec les différents acteurs en amont, en aval, mais pour définir et délimiter en fait un scope bien défini sur lequel on pourrait effectivement analyser le contexte. Donc, pour bien exercer en fait cette méthode, moi je vous propose effectivement de retracer en fait les acteurs d'une manière un petit peu visuelle. Donc je vais vous faire défiler ma petite slide pour les identifier. Donc identifier toutes les parties prenantes. Puis après les tracer un petit peu avec des scopes, c'est-à-dire un scope 1, c'est-à-dire des parties prenantes ou des acteurs qui interviennent directement dans notre activité, donc les sous-traitants, les clients, les fournisseurs qui sont directs, mais aussi l'exercice veut qu'on va un peu plus loin dans cette logique de chaîne de valeur pour retracer en fait l'étape 1, c'est-à-dire comment ma matière première, par exemple, si je suis dans l'industrie, si voilà, j'ai une activité dans la pétrochimie, imaginons, comment la matière première en fait est extraite. Quel est le lieu ou la localisation justement de cette extraction, quels sont les acteurs qui acheminent justement la matière première jusqu'à le premier transformateur, par exemple je sais pas, de nafta ou d'autres types justement de matières premières qui peuvent rentrer dans le cadre de mon activité. Est-ce qu'il y a des impacts en termes justement de dépendance par rapport à ces acteurs-là? Est-ce que je peux éventuellement les changer? Est-ce que j'ai un choix justement? Et là, on rentre un petit peu dans une politique de gestion de risque, de cartographie des risques que mon collègue ensuite va bientôt vous décrire et vous détailler. Et donc, une fois justement qu'on a identifié cette multitude d'acteurs, on peut se dire pour les personnes justement qui n'ont jamais réalisé cet exercice auparavant et qui est fondamental, je le souligne dans le cadre de la directive européenne, de se dire, bon,
Est-ce que je pousse l'exercice jusqu'au bout? Comment je pourrais faire justement en termes de moyens logistiques, en termes de moyens financiers? Est-ce que je dispose justement des compétences pour effectuer cette analyse de bout en bout? Ou est-ce que dans un premier lieu, je pourrais me délimiter sur un scope qui me paraît raisonnable, à savoir les relations directes? Il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne réponse en ce sens, mais idéalement, il faudrait justement élargir cette chaîne pour qu'elle intègre vraiment tous les acteurs et que, a posteriori et a priori, tous ces acteurs-là aient la même logique. Donc, en fait, on est dans une logique si je peux me permettre l'expression, de surveillance mutuelle par rapport à nos pratiques ESG. Par rapport justement aux problématiques qui peuvent éventuellement toucher l'aspect un peu social, environnemental, les pollutions, je sais pas, la protection justement des éléments de biodiversité, etc. Donc voilà, une fois qu'on a tracé un petit peu cette chaîne, là on va, et délimiter bien sûr le scope, là on peut effectivement réaliser la cartographie, donc lister tous les acteurs clés qu'on va un petit peu diligenter entre guillemets. Une fois en fait justement qu'on a effectué ce gros brainstorming par rapport à ces acteurs. Là, par exemple, vous voyez à l'écran un exemple visuel d'une cartographie de chaîne de valeur pour une service company, une entreprise justement de services, par exemple, numériques. Et on voit bien sûr qu'il y a une multitude d'acteurs, à la fois les autorités légales, c'est-à-dire qui représentent un petit peu les réglementations auxquelles cette entreprise doit se conformer, les intrants, à savoir justement les technicités, les logiciels, les serveurs, la localisation des serveurs, mais aussi en fait les éléments sortants, c'est-à-dire qu'est-ce que je produis en termes de, par exemple, de déchets. Est-ce que j'ai un impact justement sur la biodiversité? Est-ce que mes serveurs sont localisés en France, en Europe ou à l'étranger? Est-ce qu'il y a des intersections ou des dépendances justement si jamais demain il y a une crise politique, géopolitique et que mes serveurs sont, je ne sais pas, du côté de la Russie? Est-ce que justement j'ai un risque en ce sens? Et en fait, cet exercice, il faut le prendre un petit peu de cette manière, c'est-à-dire que il ne faut pas uniquement se dire que voilà, c'est un exercice de compliance légale, je suis obligée de faire la CSRD, donc je vais me limiter à décrire un petit peu ma chaîne de valeur. Et puis voilà, il faut s'imaginer que les entreprises, et c'est vraiment l'essence de la CSRD, ont un devoir de vigilance qui s'étale au-delà du devoir juridique tel qu'il est décrit aujourd'hui. Et donc ça, c'est un petit peu la nouveauté de cette directive, c'est-à-dire que vous devez prendre en considération la chaîne de valeur, donc les parties prenantes, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y en a qui choisissent, par exemple, une méthodologie plus directe de communication, les inclure dans des workshops, des questionnaires, etc. Il y en a qui peuvent s'assimiler, et là, c'est vraiment un petit peu la limite de l'exercice, qui peuvent éventuellement collecter les avis des parties prenantes de manière indirecte, ce qu'on déconseille un petit peu, mais bon, si les moyens ne le permettent pas, vous pouvez toujours le faire, parce que c'est vrai que la directive, elle laisse un petit peu, on va dire, le flou, en tout cas jusqu'à présent en ce sens. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de cartographier cette chaîne de valeur pour créer aussi une logique et avoir une vision globale sur les éventuelles dépendances de notre modèle d'affaires par rapport à cette chaîne de valeur. Donc, demain, qu'est-ce qui se passe si un acteur ne peut plus me livrer ma matière première? Est-ce que je peux le changer? Demain, qu'est-ce qui se passe si je découvre, par exemple, qu'un fournisseur ou qu'un extracteur qui travaille avec mon fournisseur a des problématiques de travail, par exemple, d'enfants dans une région, justement, qui est en dehors du scope français où normalement cette problématique est un petit peu derrière nous. Voilà, donc là, la cartographie, vraiment, elle sert à ça. C'est une étape à prendre vraiment avec beaucoup de rigueur et essayer vraiment de mettre les efforts nécessaires parce qu'elle vous permet justement d'avoir une vision d'ensemble, mais aussi de bien réfléchir aux éventuels risques. Et aussi, en fait, finalement, elle servira à transformer votre business model, votre modèle d'affaires pour voir, bon, dans les scénarios, les éventuels scénarios que mon collègue, Monsieur Carrois, va détailler par la suite dans le cadre de l'analyse de la CSRD, comment je pourrais faire, en tout cas, comment je pourrais m'en sortir, quels sont les éléments
les scénarios ou on va dire les réponses éventuelles que je pourrais apporter dans un moyen long terme. Donc là, effectivement, je vais défiler ma slide. Là, ça rejoint effectivement ce que j'ai dit en termes de l'analyse géographique de l'activité. Donc, il y a plusieurs interdépendances. La matière première n'est pas forcément là où on la produit, là où on transforme, on la transforme et on la livre. Donc, il y a pas mal d'interdépendances géographiques. Et donc, ça questionne justement sur la pérennité du modèle d'affaires. Là, je cède la main à mon collègue qui va vous aborder la grosse partie de l'analyse de la double matérialité. Bien. Merci Manal. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Manal, effectivement, une fois qu'on a fait cette cartographie, on rentre dans une étape clé de cette CSRD qui va être l'analyse de double matérialité. Pour vous redonner un petit peu de contexte de ce qu'est l'analyse de double matérialité, on faisait avant, lors des DPEF, une simple matérialité. Aujourd'hui, on a cette double matérialité qui nous impose d'étudier l'impact de l'entreprise sur l'environnement et inversement, l'impact de l'environnement et de la société sur notre entreprise. Ce qui va nous permettre de rentrer dans une cotation sur 2 axes, comme vous allez le voir après, nous permettant de définir les indicateurs et les thématiques importantes, dites matérielles, pour votre entreprise. À la suite du coup de cette cartographie des parties prenantes, Manal vous l'a déjà un petit peu expliqué, le principe de cette CSRD est d'identifier les impacts, les risques et les opportunités qui découlent de votre entreprise, mais de toute votre chaîne de valeur. Donc pour cela, dans les bonnes pratiques qu'on a mis en place, on vous conseille de mettre en place un échange avec les parties prenantes pour les interroger et identifier les différents impacts à partir de la liste des ESRS fournis dans la CSRD, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, il peut y avoir des impacts supplémentaires qui ne sont pas listés dans la directive et qui peuvent vous concerner directement. Par exemple, la qualité de l'alimentation de vos produits peut être un impact fort pour vos clients, mais ça ne fait pas partie des ESRS aujourd'hui. Et donc, pour cela, on va s'interroger sur la définition de ces impacts et au travers des risques, des opportunités que vont vous communiquer vos fournisseurs, vos clients, etc., etc. À ça, il faudra toujours se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres risques et opportunités qui sont non liés à ces impacts et qui découlent directement de votre activité? Quand on rentre un peu plus dans la pratique de cette évaluation, une fois qu'on a défini les impacts, les risques et les opportunités, on va rentrer dans une sorte de cotation qui va nous permettre de créer notre matrice par la suite. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fonction de ce qu'on étudie, si c'est un impact existant, potentiel, s'il est négatif ou positif, on va le coter d'une manière très différente. Comme vous le voyez ici dans ce tableau, on va se concentrer sur des aspects de cet impact qui sont différents, puisque par exemple pour un impact potentiel ou un impact existant, on ne va pas étudier la probabilité d'occurrence puisqu'il existe actuellement, et inversement, pour un impact potentiel, on ne va pas pouvoir exprimer son ampleur, son périmètre, etc., puisqu'on ne peut pas l'évaluer de manière concrète. À la suite de cette cotation, vous allez pouvoir définir préalablement les indicateurs ESRS qui vous paraissent matériels pour votre organisation et dans nos bonnes pratiques qui découlent de la directive, mais qui ne sont pas obligatoires. On vous invite à faire des sessions qu'on a appelées d'ateliers de validation, où là, on invite en interne des membres de la direction et des personnes ayant des connaissances poussées sur les différents sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance pour débattre d'un côté et valider les indicateurs qui vont être à intégrer au rapport de durabilité. Ces débats vont permettre d'identifier de manière assez claire la vision de votre organisation vis-à-vis de ces enjeux, puisque dans votre rapport de durabilité, quand bien même l'enjeu n'est pas matériel, vous allez devoir expliquer pourquoi il ne l'est pas. Donc, c'est important d'avoir la vision de pourquoi on l'étudie et de pourquoi on ne l'étudie pas. Et c'est à ça que vont servir ces ateliers.
Pour vous donner un petit peu de contexte, voici un exemple d'un fichier de cotation qu'on a fait chez Aiming qui va vous permettre pour chaque ESRS de lister les différentes réponses des parties prenantes et à la fin d'obtenir une cotation globale pour créer cette fameuse matrice de double matérialité dont vous avez sûrement entendu beaucoup parler jusqu'ici. Et là, vous avez deux exemples de livrables qui vous permettent de retranscrire le résultat de cette analyse de double matérialité. Une matrice d'un côté, où vous allez identifier ici seulement les impacts qui ont un certain niveau de matérialité, on va vous dire. Et à droite, un tableau plus récapitulatif, mais qui nous paraît intéressant chez Aiming, puisqu'il vous permet de tracer de manière un peu plus claire pour chaque ESRS s'il est matériel, s'il ne l'est pas. Mais il faut aussi garder en tête que votre double matérialité d'aujourd'hui peut évoluer, même si c'est un exercice qu'on va potentiellement pas refaire tous les ans, cette double matérialité. L'entreprise ne change pas fondamentalement d'une année à l'autre, mais certaines thématiques et certains enjeux peuvent être dans un petit flou. La directive l'autorise au début, par exemple la biodiversité, qui n'est pas quand bien même elle est matérielle pour votre organisation, elle n'est pas obligatoire les premières années de reporting. Donc, il faut le garder en tête pour pouvoir l'intégrer à plus long terme, puisque ça demande une certaine étude et une collecte de données un petit peu plus poussée sur ces enjeux-là. Cyprien, il y a juste dans le chat une question qui est peut-être intéressante d'y répondre maintenant. Il y en a qui demandent comment réaliser la cotation concrètement. Alors, concrètement, pour réaliser cette cotation, c'est de manière très concrète, c'est pas simple et on a beaucoup de liberté dans cette directive puisque nous, dans notre choix, je vais revenir sur ce tableau de cotation, vous voyez les différentes parties prenantes. Ça va être aussi bien des parties prenantes internes et externes à qui on va, pour les parties prenantes externes, souvent envoyer des questionnaires. De notre côté, on a fait le choix d'un questionnaire assez simple, mais qui permet de retranscrire la plupart des sujets avec une cotation de 0 à 5 qu'on va sommer, in fine, qui va nous permettre d'écrire après, comme vous l'avez vu avant, on étudie le scope, le scale, l'importance, la probabilité d'occurrence. Et donc, cette somme va nous créer une note d'impact. Et de la même manière, on va le faire pour la partie financière, qui est là beaucoup plus simple. On s'intéresse vraiment aux montants de CAPEX et d'OPEX qui sont attribués au projet ou aux impacts, aux risques. Donc là, on étudie plus sur la partie financière, le cash flow qui sont liés à ces risques et opportunités. Cette cotation, après, on la fait par partie prenante, en interne, en externe. L'objectif des ateliers est de faire un petit peu la même manière. On va considérer l'atelier et le résultat de l'atelier comme la réponse d'une partie prenante. Cette cotation va nous amener à un résultat final qui va nous permettre de définir si l'enjeu est matériel ou pas. C'est une cotation qui permet de créer la matrice, mais dans la directive, pour être tout à fait transparent, il n'y a pas d'obligation d'avoir de noter sur 5, de noter sur 3, de noter sur 10. Vous êtes assez libre de ce côté-là. L'objectif étant d'avoir quelque chose qui reflète l'image de votre entreprise, ses enjeux, ses impacts, ses risques, ses opportunités. Et ce n'est qu'une aide pour avoir une étude, j'ai envie de dire, réaliste de ces impacts. Autre point de cette cotation, comme l'a dit Grégoire, il y aura un audit fait par les CAC. Ils ne vont pas nécessairement auditer le fond, donc la façon dont le résultat de votre cotation, mais ils vont bien étudier la méthodologie. Donc, l'objectif de ces tableaux et de cette cotation, c'est d'avoir une méthodologie qui vous est propre et de pouvoir l'expliquer et de savoir retracer qui a répondu, qui a participé, puisque c'est là-dessus que vous allez être audité et non pas sur le fond propre de votre résultat. Cela est assez libre. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui, en partie. Alexis, pour répondre à votre question, comment répondre à cette exigence sans dévoiler sa stratégie? C'est un peu un des objectifs de la CSRD. Vous allez devoir forcément dévoiler des aspects stratégiques, mais au niveau RSE. Oui, au niveau RSE, et pour rebondir sur ce que disait Grégoire,
Il n'y a aucune obligation de divulguer des informations confidentielles. Évidemment, là l'objectif de ce rapport de durabilité n'est pas de partager de manière 100% transparente le fonctionnement de votre entreprise, mais d'aborder le fait, si vous avez par exemple, je sais pas, un process de recyclage qui est tout à fait confidentiel, vous allez pouvoir exposer le fait que vous recyclez de manière plus poussée que, par exemple, peut le faire le reste du secteur, mais que la façon dont c'est fait reste totalement confidentielle et vous exprimez le fait que c'est attrait à des informations confidentielles, c'est tout à fait entendable dans ce rapport de durabilité. L'objectif est de manière transparente de communiquer quels sont vos objectifs, quels sont vers quoi se dirige l'entreprise et non pas d'expliquer non plus 100% comment vous le faites. Mais voilà. On pourra peut-être répondre juste à la question de Mylène. Alors, bien sûr, hop, qui dit, est-ce que, alors, autant qu'entité française d'un groupe européen non coté qui réalise un rapport CSRD, faut-il que l'on réalise aussi un rapport de notre entité française, sachant que l'entité atteint les seuils énoncés? La réponse peut être double. Si par exemple votre filiale, c'est-à-dire votre groupe décide d'effectuer l'exercice pour tout le groupe, il peut y avoir qu'un seul rapport au niveau du groupe, au niveau du siège du groupe, qui j'imagine est en Europe, sans pour autant que vous fassiez vous-même, en tant qu'entité, en tant que filiale, votre exercice de reporting CSRD. En revanche, il y a des choses justement qu'il va falloir collecter au niveau de votre filiale, etc. Donc, on pourrait vous demander de partir jusqu'à l'étape, par exemple, de la réalisation du diagnostic ESG et de la double matérialité. Et après, on récupère ces données-là pour les inclure dans le rapport qui peut inclure tout le groupe. Comme le groupe peut vous dire, écoutez, vous allez nous faire l'exercice de A à Z et puis vous allez justement nous le fournir pour qu'on puisse l'intégrer dans tous les rapports du groupe qui intègrent toutes les filiales. Voilà, je te relaisse la main pour continuer. Merci. C'est la main à Grégoire. Je rebondis juste sur ce que Charles a dit avant de te laisser reprendre la main sur cette partie de gap analysis, puisqu'il rebondissait sur cette histoire de process de recyclage. L'idée étant que l'entreprise communique. J'imagine que quand vous mettez ce process en place, vous avez dû faire une étude d'impact ou ce genre de process qui sont assez courants dans l'industrie. L'objectif n'est pas d'expliquer à tout le monde en quoi elle est plus bénéfique et d'expliquer comment, mais si vous avez des résultats, ces résultats-là, effectivement, vous pourrez les partager. Comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas interrogé ou audité sur le fond de ce qui est communiqué dans ce rapport, mais vraiment plus sur votre démarche globale, qu'elle soit cohérente, qu'on puisse retracer absolument toutes les personnes qui ont participé, qui a transmis l'information, etc., etc. Donc, in fine, vous êtes assez libre, vous n'êtes pas jugé ou noté ou quoi que ce soit sur les informations qui sont transmises dans ce rapport. Donc, Grégoire, je prends la main pour voilà, après cette étape de double matérialité, on va donc lister les indicateurs ESRS auxquels vous êtes soumis, qui permettra de faire donc l'analyse des cas, le gap analysis, et vous donner les grandes directions à suivre pour la suite de la production de votre rapport. Et en fait, c'est assez simple. Cyprien a très bien terminé en indiquant que votre double matérialité peut être amenée à évoluer. Typiquement, s'il y a des acquisitions d'autres structures ou autres, ça pourrait amener des changements sur votre analyse de double matérialité. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'avoir une vision, on va dire, globale et de prendre en compte, anticiper toutes les éventualités possibles. C'est-à-dire qu'on va lister donc les indicateurs auxquels vous êtes soumis, ceux que vous pilotez, ceux que vous ne suivez pas, et ceux où on va dire, attention, il y a un point de vigilance à avoir. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de rendre compte, mais il est probable, au vu de votre activité, de votre croissance ou autre, qu'il y ait un besoin de déclarer dans les mois ou années suivantes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale. Et vous voyez, là, vous avez un tableau type que vous retrouvez qui était sur le slide précédent. On voit tous les indicateurs qui sont listés avec la notion de matérialité, non-matérialité ou à surveiller. Donc, une fois qu'on a fait ce listing, ça va permettre de faire le rapprochement par rapport à toutes les étapes qui ont été faites auparavant. Donc, la cartographie de chaîne de valeur, ou la cartographie de chaîne de valeur, voilà, vraiment toutes les étapes qui ont été faites avant pour donc faire un gap analysis
entre donc toutes les exigences attendues par la CSRD, l'état présent donc pour votre entreprise. Donc là, on fait vraiment un listing. Donc on va mettre en fait tout ce qu'on a pu identifier. L'écart. Donc là, vous voyez typiquement pour les 3 premiers exemples, il n'y a pas d'écart. C'est-à-dire que vous réalisez déjà des choses. Donc ce point-là, on peut l'évacuer. Et donc les moyens pour y parvenir. Donc là, c'est très synthétique, hein, mais ça peut être des actions type, voilà, pour les dépenses opérationnelles. Vous êtes en cours de discussion avec la direction financière et le COMEX. Donc vous avez un écart de 30%. Il faudra donc valider les ressources financières allouées et les assigner aux services appropriés. Donc cette étape-là, on va dire que forcément, elle découle de ce qui a été fait avant, mais elle est plus simple parce que là, on a déjà tous les éléments, on a fait le plus dur avec la double matérialité. Donc c'est vraiment l'étape de finalisation de ce diagnostic RSE qui va vous permettre justement après de vous lancer sur la collecte de données, puisque vous aurez tout identifié, la réalisation de vos plans d'action, de vos stratégies, des engagements que vous allez prendre, et donc la rédaction du rapport de durabilité que vous déposerez au format XBRL auprès des instances et qui sera audité. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va pas faire de focus sur cette partie-là. L'idée, c'était vraiment de poser le contexte de ce diagnostic, de cette double matérialité, et ça pourra faire l'objet d'un futur webinaire, bien évidemment. Pour cette partie-là, je vois qu'il y a des questions qui viennent d'arriver, notamment Mohamed. Oui, j'étais en train d'y répondre. Effectivement, merci Mohamed pour cette question. Alors, il est bien précisé que dans cet rapport de durabilité, les indicateurs, vous avez un listing qui est très détaillé et effectivement, dans cette partie, comme vous disiez, E1, il y a toute une partie sur le bilan carbone de l'entreprise et il est bien à divulguer sous le format GHG pour, comme vous l'avez précisé, garder cette dimension à portée internationale et avoir une comparabilité un petit peu plus saine entre les données qui seront communiquées des différentes entreprises, puisque la CSRD est faite au niveau européen. Et puis, à terme, si on va un peu plus loin dans le planning, 2028 ou 2029, si je ne dis pas de bêtises, rentrent en jeu les entreprises extérieures à l'Europe qui dépassent un certain chiffre d'affaires sur le sol européen. Donc, effectivement, ce sera au format GHG qu'il faut communiquer toute cette partie E1 sur le bilan carbone. Alors, Thierry, par rapport, compte tenu de l'ampleur de la tâche, a-t-on estimé un coût moyen en pourcentage du CA, de la masse salariale, nombre d'heures hommes? C'est assez variable. C'est assez variable parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Typiquement, si vous êtes une entreprise avec une implantation mondiale ou européenne, forcément, les process ne seront pas les mêmes, puisque là, vous allez avoir une chaîne de valeur beaucoup plus importante à aller questionner, à aller challenger. Donc, c'est compliqué de vous donner une estimation précise. Après, si je peux vous donner voilà, un ordre d'idée, on va dire que pour une entreprise, même si vous avez déjà réalisé des choses au niveau RSE, que vous avez des rapports ou autres, pour une mission, voilà, un projet complet où vous partez vraiment du début jusqu'à la fin, on considère que vous allez être dans des délais de 8 à 10 mois, ça peut aller jusqu'à 10 mois, c'est quand même assez lourd. Je le disais un peu plus haut pour répondre à une question sur la double matérialité. Typiquement, nous, ce qu'on va conseiller pour une entreprise soumise en 2026, c'est vraiment de lancer sa double matérialité à partir de septembre. Comme ça, vous avez vraiment 3-4 mois où vous pouvez la réaliser sereinement et utiliser l'année 2025 pour là vraiment rentrer dans la collecte de données au fil de l'eau et pouvoir commencer à rédiger votre rapport en parallèle. L'idée, c'est vraiment de ne pas attendre d'être dans les derniers moments pour se lancer et de l'anticiper au maximum pour avoir le plus de souplesse et de flexibilité possible et pour ne pas, évidemment aussi, créer des sentiments d'urgence aux équipes en interne qui vont gérer ce projet. Parce que c'est tout nouveau, il y a des nouvelles méthodologies, c'est complexe, ça fait un projet en plus qui se rajoute de toutes les tâches qu'on peut avoir au quotidien. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de prendre le plus de temps possible et de l'anticiper au maximum. Après, en termes de coûts, tout dépend si vous passez par une solution d'externalisation via un prestataire ou un cabinet, ou si vous allez recruter de la main-d'œuvre en interne pour réaliser ce genre de projet. J'espère que ça répondra en partie à votre question. Merci Grégoire. Alors, nous avons une autre question. Je ne sais pas si vous avez pu y répondre de Charles.
qui se demandait comment être sûr que le processus de recyclage, vous y avez déjà répondu? On y a répondu. Oui, d'accord, mais parfait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet chat. Avant de passer à la suite, si jamais vous avez d'autres questions, nous, on aimerait bien savoir quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde pour les prochains webinaires. Comme ça, voilà, on va traiter le sujet et on reviendra vers vous avec voilà, de nouveaux éléments, pardon. En tout cas, je tiens à remercier Grégoire, Cyprien et Manal pour cette présentation, pour cette entrée dans la matière, surtout très opérationnelle. Et nous attendons de voir si vous avez peut-être des remarques ou bien des questions. Y aura-t-il un replay? Bien sûr, à la fin de la séance, vous allez recevoir, donc vous aurez le lien de ce webinaire et vous aurez aussi la présentation que l'on vous a présentée. Merci surtout pour votre participation. Alors, Marlène, nous avons une question de Marlène. Ayant connu la DPFE en tant que responsable RSE dans une entreprise, je ne vois pas de différence majeure avec la CSRD. Êtes-vous vraiment convaincu qu'il y a des différences? Qui souhaite répondre? Je vais apporter un début de réponse. En tout cas, il y a une différence majeure qui va être le format, pour le coup, entre la DPEF et ce rapport de durabilité, puisque le format de ce rapport de durabilité, excusez-moi, doit être dans un format électronique basé sur aujourd'hui les rapports, ce qu'on peut avoir comme rapport financier en Europe. Donc, ça va être un format XBRL qui va permettre en fait une comparabilité plus poussée de ce rapport puisque tous les rapports seront publics sur une plateforme européenne. Ce format va vous permettre de très rapidement faire des benchmarks de bonnes pratiques ou de veille concurrentielle, puisque j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ce sera intéressant d'observer ce que font vos concurrents. Et ce format va beaucoup faciliter la chose. Après, fondamentalement, sur le fond de ce rapport, on est effectivement assez proche de la DPEF. À ça s'ajoute quand même un certain nombre d'indicateurs supplémentaires. On va quand même un peu plus loin dans la description des méthodes, des plans d'action, des montants alloués à ces différents plans d'action. Mais fondamentalement, effectivement, vous avez raison, le fond est quand même assez proche. Ça répond à votre question. Je laisse mes collègues ajouter s'ils ont. Pour compléter, merci beaucoup Cyprien. C'est vrai qu'on peut assimiler un petit peu les deux exercices parce que la France a toujours eu un rôle majeur à jouer. Justement, elle allait au-delà des directives internationales, notamment dans les cadres de COP, etc. Donc, c'est vrai que la DPEF, elle partait déjà un peu loin en termes de périmètre, mais là, l'exercice, il va vraiment beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, l'étape de double matérialité, la prise en compte des parties prenantes, même les parties prenantes intéressées, c'est-à-dire les institutions financières, les banques assurances, etc., les éventuels actionnaires, les parties prenantes qui rentrent pas directement en fait en compte dans la chaîne de valeur classique telle qu'on la connaît, et en fait justement les impacts qu'estiment ces parties prenantes envers l'entreprise et son activité. Et donc, l'exercice est beaucoup plus poussé. Et bien sûr, comme l'a souligné mon collègue, les ECRS permettront en fait une sorte de comparabilité et une interopérabilité à l'échelle internationale de cette norme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir là comparer en fait les performances extra-financières, si on veut reprendre le mot de la directive, de l'entreprise avec des entreprises en fait du même secteur, avec des données concrètes, parce qu'il y a des indicateurs chiffrés, il y a des indicateurs qualitatifs qui décrivent justement par exemple le modèle de gestion, les risques, etc. Et là vraiment on pourrait s'attendre à un vrai benchmark justement des pratiques, des performances en ce sens. Et c'est pour ça que la CSRD met un point d'honneur justement à avoir le maximum d'indicateurs similaires possibles entre les entreprises du même secteur. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a une question de Thierry.
C'est une bonne question. Vous pourrez trouver aujourd'hui des exemples uniquement sur les frags de rapports XBRL, mais avec pour le coup aucun fond, qui vont juste vous montrer à quoi ressemble un rapport XBRL et un rapport XHTML, puisque le rapport XBRL n'est pas très lisible pour l'humain. C'est vraiment adapté aux machines, et donc ce format XHTML qui traduit le format XBRL en quelque chose de plus lisible. En revanche, je vous parlais de la plateforme européenne où il faudra les téléverser, par exemple. Elle n'est toujours pas en ligne. On attend toujours à ce niveau-là les frags et l'Europe pour la mise en ligne de cette plateforme. Donc aujourd'hui, c'est encore une partie un peu floue de ce format, puisqu'on ne sait pas si dans les premières années, effectivement, il sera obligatoire ou pas. Ça reste une attente, un point sur lequel beaucoup de gens sont en attente, puisque on en discutait encore il y a pas très longtemps. Après, si vous avez besoin, on a sûrement des exemples de formats XBRL et XHTML qu'on peut vous transmettre si ça vous intéresse. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Je vois qu'on a fait le tour. On vous invite à rester en contact avec nous. Donc, à l'écran s'affichent les coordonnées de nos experts. On pourrait recontacter Grégoire, Manal ou bien Cyprien si vous avez d'autres questions. On vous invite aussi à consulter notre site internet parce que nous publions des articles autour de la CSRD et de l'USG. Donc, voilà, on vous propose plusieurs informations à ce sujet. Mais sinon, vous avez également, en scrollant vers le bas, un bouton d'appel à l'action, donc pour nous contacter également. Voilà, donc vous avez différentes manières de nous contacter. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, on reviendra vers vous avec plaisir. Et nous vous souhaitons une très belle journée à tous et on vous dit à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. Passez une excellente journée et un bon week-end. Au revoir.